retrouve, début de nouvelle vidéo. Nous sommes mardi midi. Je suis rentrée à la maison pour prendre ma pause, bouquiner un peu et faire 2-3 petites choses. Je vous ai posté du coup hier soir la dernière vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai déjà eu quelques retours qui me font vraiment super plaisir. Du coup, j'ai commencé un livre hier soir qui n'était absolument pas prévu sur mon planning d'octobre, mais en fait j'avais envie d'une lecture rapide. Je trouve ça un peu péjoratif, mais j'avais envie d'un petit livre qui me fait 1 ou 2 jours, que j'avale comme ça, qui me plaît, qui file et qui me plonge dans une histoire vraiment cool. Et j'ai sorti du coup l'un des derniers romans de Laetitia Colombani, Les Victorieuses. J'avais lu La Tresse, que j'avais terriblement adoré, mais comme beaucoup, je pense que la majorité des lectrices et des lecteurs ont adoré La Tresse de Laetitia Colombani. Et du coup j'avais acheté Les Victorieuses et j'ai trouvé en boîte à livres C'est comment le cerf-volant, son dernier, pour le coup la dernière parution de Laetitia Colombani que je n'ai pas lu encore. Les Victorieuses, je trouve que ça commence plutôt pas mal. Alors je sais que beaucoup m'avaient dit, quand j'avais fait une publication Instagram pour dire que j'avais donc acheté Les Victorieuses, beaucoup m'avaient dit que voilà, c'était un peu une déception par rapport à La Tresse. Mais du coup je me suis dit, haute déception, ok, mais il n'y a peut-être pas non plus un fossé énorme à ce point-là entre le niveau de La Tresse et Les Victorieuses. Alors pour le moment, je suis plutôt bien plongée dans l'histoire. J'ai lu combien hier soir? J'ai lu 8 chapitres, presque 80 pages. Il est question du coup de Solène qui fait un burn-out. Donc burn-out vraiment au tout début du roman suite au suicide d'un de ses clients, puisque Solène est avocate. Et du coup suite au burn-out, le psychiatre, le psychologue lui dit de vraiment faire quelque chose de sa vie, de pas forcément retourner au cabinet, mais en tout cas de ne pas rester chez elle et de reprendre une espèce de vie sociale, une activité, pourquoi pas du bénévolat. Et du coup elle consulte les petites annonces et en fait elle trouve une annonce d'écrivain, comment c'est mentionné, écrivain de vie, je sais plus comment c'est mentionné, mais dans un lieu qui s'appelle le palais des femmes, et qui en gros du coup accueille des femmes beaucoup en situation irrégulière. Donc du coup voilà, elle va débarquer dans ce lieu avec son sac à main griffé, son MacBook dernière génération. Donc elle fait un peu tâche. Enfin, il y a vraiment forcément une énorme différence entre sa vie à elle d'avocate à la cour qui vit dans un super bel appartement, et ces femmes qui sont en situation irrégulière, qui sont aidées dans ce foyer qu'on appelle le Palais des Femmes. Et en parallèle, on suit l'histoire de Blanche qui vit au 19e siècle, dans les années 1870. Non. Ah oui, là c'est 1925, mais je crois qu'on suit les premières années de Blanche dans les années 1870. Je sais pas pourquoi je me souviens du chiffre 1876. Alors je me trompe peut-être, hein. En tout cas là je trouve 1925. Et du coup Blanche qui décide de s'engager dans l'armée du salut, qui est une femme plutôt forte, plutôt indépendante, qui ne veut pas s'embêter avec un homme, qui ne veut pas s'embêter avec la notion du mariage, avec des enfants, etc. Et qui décide juste de tracer sa route. Donc dans l'armée du salut, à un moment où forcément la position de la femme dans l'armée n'est pas forcément d'une évidence folle. Du coup voilà, on suit ces deux destins de femmes, à la fois donc Solène, brillante avocate qui fait un burn-out et qui s'engage dans du bénévolat auprès de femmes en situation irrégulière, et du coup Blanche qui décide elle de s'engager au sein de l'armée du salut. Voilà pour cette lecture, que je pense que je vais continuer ce midi. Je vais sûrement le finir ce soir. Je continue toujours la saga des 7 sœurs Lucinda Riley. J'en suis page 440. J'en suis chapitre 22. Ça me plaît toujours autant, malgré ce que je vous disais, un début un peu compliqué et pas si fluide que ça. Là ça y est, je suis vraiment à fond. Vraiment contente de retrouver aussi certains échos et certains personnages, enfin contente entre gros guillemets, parce qu'on retrouve le personnage de Z, qui est cet homme qui a eu une histoire avec Maya qui s'est très mal terminée et qui du coup jette son dévolu cette fois-ci sur Tiggy, et qui est limite dans l'agression et dans la pression pour du coup tirer Tiggy ce qu'il souhaite. Donc voilà, mais en tout cas c'est cool. Là on est reparti, on a eu un gros passage
sur une chronologie du coup dans le présent. Là, on va repartir dans le passé pour une bonne partie et ça c'est cool parce que du coup ça me manquait un petit peu. Je trouvais que le retour vers le passé avait été assez court au début du roman. Et là, ouais, là on va avoir une bonne partie, enfin une bonne partie. Ah, pas tant que ça en fait. Enfin voilà, je verrai, mais en tout cas, plutôt, voilà, plutôt cool compte tenu de ce que j'en pensais au début. Et est-ce que je l'ai là? Ah oui, je l'ai là. Et là, j'ai 3 livres en fait en parallèle. Je sais pas, j'ai envie de plein d'univers différents. Et du coup, je continue. Alors là, j'en suis vraiment qu'au début de lire Le Tour de la France par 2 enfants d'aujourd'hui, qui n'est pas du tout un roman, qui est un récit d'aventure, voilà, de Pierre et Philibert. Donc là, j'en suis vraiment qu'au début. Je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je reviens dessus. Voilà, quand j'aurai terminé la lecture. Je pars en vacances ce week-end. Donc en fait, je suis en train de réfléchir à la possibilité de publier la vidéo de cette semaine vendredi en fin de journée. Je pense que je vais faire ça parce qu'après je reviens chez moi que du coup dans une bonne grosse semaine, enfin vers début novembre, le 1er novembre. Du coup je pense que je vais faire ça et la vidéo de la semaine prochaine sera publiée pour le coup le mardi, voire le mercredi, le temps que je fasse le montage, etc. Parce que j'ai pas forcément accès au logiciel tout le temps et partout. Voilà, et ben, je vous reprends sûrement ce soir avec la suite des Victorieuses, de Lucinda Riley et du Tour de la France. Voilà, beaucoup de lectures, mais j'ai envie de ça cette semaine. Et nous sommes jeudi aujourd'hui. Ça va définitivement être une vidéo assez courte avec pas beaucoup d'interventions de ma part, puisque comme je vous le disais précédemment, je pars demain soir pour une bonne semaine. Je retourne dans ma famille dans l'ouest de la France. Et du coup, je n'aurai pas forcément accès tout le temps à un ordinateur, ni forcément trop le temps de filmer. Donc, je préfère boucler cette vidéo demain pour vous la poster demain en fin de journée. Du coup, je reviens avec cette lecture, Les Victorieuses de Laetitia Colombani. Désolée si j'ai une tête fatiguée, je me sens fatiguée en fait, j'ai les yeux qui me piquent. Mais je ne sais pas si vous, la pleine lune est un phénomène qui agit sur votre sommeil, mais alors moi, c'est une catastrophe. Bref, du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, Les Victorieuses de Laetitia Colombani, l'auteur de La Tresse, que j'ai lu il y a un petit moment et que j'avais adoré. Et Les Victorieuses, mais j'ai adoré, j'ai surkiffé, j'ai passé un moment mais incroyable avec du coup Solène qui est avocate, qui fait un burn-out et qui décide sur les conseils de son psychiatre, de ne pas retourner travailler au cabinet d'avocat, mais de s'engager dans du bénévolat. Et elle devient écrivain public au Palais de la Femme, qui est un immense palais. Alors dans le roman, il est indiqué rue de Charonne, qui est un grand palais, classé monument historique, etc. Et on suit en fait en parallèle l'histoire de Blanche et Albin. C'est Péchon, je crois. Péron, Peyron, et qui en fait vivent dans les années 1920-1930, qui sont fortement engagés auprès de l'armée du salut et qui du coup s'investissent pour créer des lieux à destination de populations exclues de la société, population désœuvrée, que ce soit prostituées, toxicomanes, mères célibataires, enfants abandonnés, enfin voilà, en gros ils créent différents lieux, différentes initiatives comme la soupe de minuit pour voilà, qui permet en fait de nourrir une large population de la rue en hiver, etc. Et du coup ils décident de créer le Palais de la Femme. Et plus j'avançais dans le livre et plus j'en apprenais un peu plus sur Blanche et Albin, et plus je me suis dit c'est pas possible en fait. Ils ont réellement existé, il a réellement existé ce couple et ce Palais de la Femme, ça se trouve, il existe réellement. Et en fait, j'avais pas du tout pris d'infos sur ce livre et sur l'histoire et sur l'inspiration de Laetitia Colombani avant de le lire. Et du coup, je suis allée voir sur Google et j'ai tapé Albin et Blanche Perron et j'ai tapé le Palais de la Femme. Et là, j'ai découvert que ce palais existe réellement, enfin ce lieu existe réellement, il s'appelle réellement le Palais de la Femme, il est réellement rue de Charonne, au 93 ou 94, je crois, rue de Charonne. C'est un magnifique lieu, un peu dans le style art déco.
je trouve, et donc là c'est monument historique, etc. Et ce lieu existe toujours, il s'est développé et du coup il y a vraiment plus de 600 chambres qui permet de loger en fait des femmes isolées, des femmes désœuvrées et de leur offrir une vie plus ou moins confortable. Donc d'un coup ma lecture a pris une toute autre dimension, de pouvoir l'inscrire comme ça dans une certaine réalité. Blanche, mais cette femme, mais... waouh, mais c'est incroyable en fait. Elle est d'une force vive, mais en plus tout au long de sa vie, elle s'est vraiment battue pour justement pouvoir sortir de la rue des hommes, des femmes, des enfants. En fait, elle ne supportait juste tout simplement pas de voir des gens à travers les fenêtres parisiennes au chaud dans leurs petits appartements cosy et au pied de ces immeubles de voir une femme frigorifiée avec son enfant à faire la manche, etc. Et du coup, tous les deux, ils s'investissent au détriment vraiment de leur santé, puisque sur la fin, Blanche tombe malade et meurt d'un cancer généralisé. Bon, enfin, c'est l'histoire, hein, donc, l'histoire avec un grand H, donc je vous dévoile rien, c'est son histoire à elle. Et du coup, mais jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort, elle va se battre jusqu'au bout pour faire vivre ces lieux, pour réunir des dons, réunir de l'argent pour du coup sortir de la rue tous ces gens. Et à chaque fois, elle a la sensation malheureusement de ne pas réussir à en faire assez, de ne pouvoir les sauver tous. Et du coup, c'est assez beau puisque il y a à la fois... du coup, Solène, qui elle, est complètement en déperdition psychologique du fait de son burn-out, qui du coup, grâce au Palais de la Femme, grâce aux femmes qu'elle va rencontrer là-bas, les fameuses tatas, elle va rencontrer une femme violentée par son mari, qui est tout le temps en train de tricoter dans le hall du palais, etc. Et puis il y a ce passage aussi, ce lien entre elle passe du palais de justice où elle est avocate au palais de la femme. Et c'est ça en fait que j'apprécie vraiment avec Laetitia Colombani, que je trouve très fort et que je trouvais ça très fort dans Maîtresse, c'est qu'au début, il y a différentes histoires, différents profils, différents personnages. Et en fait, petit à petit, se tisse un lien entre eux et le lien est beau en fait, il est juste beau, il est simple, il est émouvant et voilà, il y a un lien qui se tisse comme ça entre les deux histoires, l'histoire de Solène qui trouve du réconfort malgré tout dans cette mission d'écrivain public où elle aide du coup ces femmes d'un point de vue administratif ou tout simplement voilà le premier cas qu'elle doit traiter, je crois, c'est une femme qui vient la voir parce que le caissier au supermarché a oublié de lui rendre 2 euros et ne voulait pas s'embêter, lui a dit que non, c'était une erreur et qu'il ne devait pas 2 euros. Du coup, elle vient voir Solène pour dire bah voilà, j'ai besoin d'écrire une lettre au magasin, au responsable du magasin parce que bah, ils m'ont volé 2 euros qu'ils ne m'ont pas rendu sur la monnaie que j'avais donnée, etc. Et du coup, dans la tête de Solène, elle se dit mais faire une lettre pour réclamer 2 balles alors que ça va être le coût du timbre, le coût du papier, de l'enveloppe, etc. Et au final, elle se rend compte que pour ces femmes, 2 euros, mais c'est très, très, très important en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a Solène qui trouve du réconfort auprès de ces femmes, à la fois... ces femmes qui trouvent aussi un peu de réconfort auprès de Solène et qui du coup les aident en fait à écrire à leur famille, à mettre des mots sur ce qu'elles peuvent penser ou ce qu'elles souhaitent ou ce qu'elles recherchent, etc. Et enfin voilà, écoutez, franchement, j'adore ce livre et puis cette capacité encore une fois en un nombre de pages assez restreint de créer une histoire mais qui nous habite de bout en bout et on a l'impression d'avoir vécu des semaines et des mois avec ces femmes alors qu'au final on a été avec elles pendant quoi 230 pages. Enfin juste bravo Laetitia Colombani quoi, encore une fois jolie. Et du coup j'ai Le Cerf-Volant dans ma palle que je vais peut-être sortir d'ici le mois de décembre puisque j'ai parlé du coup en story des Victorieuses et il y a deux lectrices qui me disaient ah ben moi j'ai... Le Cerf-Volant dans ma palle, donc si tu veux on peut s'en faire une lecture commune, donc si jamais en regardant cette vidéo vous êtes vous aussi intéressé par cette lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Toujours dans la saveur de la lune, voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, j'avance, je vous donnerai la finalité de mon avis peut-être la semaine prochaine, peut-être pas demain, parce que clairement je vais pas venir à bout de toutes ces pages d'ici demain. Et j'ai commencé hier soir La Lune orpheline pardon, de Baptiste Téchon, édité chez Frison Roche. Je suis en train de perdre ma voix. Et alors pareil, hein, j'en suis au tout début, j'ai lu 40 pages.
Donc il s'agit de Martin qui est jeune journaliste qui promène une mélancolie qui ne le quitte pas jusqu'à Bruxelles où il s'est installé pour tenter d'échapper aux réminiscences de son passé. Le mal qui le ronge associé à son dégoût d'un monde inadapté au poète qui l'habite contribue à l'éloigner peu à peu des êtres qui l'entourent. En gros, ça commence par la relation entre Martin et Isa, qui est une femme qui finit par avec qui il a des relations purement... Pardon, j'ai eu un appel. En gros, ce n'est pas un couple, mais voilà, ils se font plaisir de temps en temps. Et Isa finit un matin par dire à Martin, en fait, je suis en train de tomber amoureuse de toi. Martin refuse de considérer ce changement dans leur relation. Et en fait, il traîne cette espèce de mélancolie dans la rue. Et il y a une espèce aussi d'histoire, de lettre d'amour un peu qu'il fait à... Je crois que c'est Florine, une femme qui, au final, qu'il a vraiment éperdument aimé. Enfin voilà, on suit comme ça un peu les... Ouais, Florine, voilà, la déambulation en fait de ce jeune homme qui observe ce qui l'entoure et qui un peu ressasse le passé dans une espèce de nostalgie, dans une espèce de mélancolie. Et c'est très beau en fait, c'est super bien écrit, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je vous en dirai un petit peu plus quand voilà, j'aurai continué ma lecture, parce que la 40 pages, malheureusement, je ne peux pas non plus vous en dire des tonnes. Et j'ai reçu un colis ce midi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, si, c'est un colis. Charleston, la disparue de Noël de Rachel Abbott. Et ben encore un livre à mettre dans ma fameuse vidéo que j'aimerais tourner sur les livres à lire cet hiver. Parce que clairement, là, on est typiquement dans cette ambiance. C'est un Charleston noir. Quand Emma rencontre David, c'est un homme dévasté par le chagrin. Son épouse est morte dans un tragique accident et leur fille, pourtant présente dans la voiture, a mystérieusement disparu du lieu du drame. 6 ans plus tard, ils sont mariés. Ah oui, d'accord. Donc Emma, ah oui, 6 ans plus tard, Emma et David donc se marient, et ont un fils de 18 mois. Le pire semble être derrière eux jusqu'au jour où une inconnue qui prétend être la fille perdue de David fait irruption dans leur vie. Emma bascule alors dans le doute et la peur. Craignant pour sa sécurité et celle de son bébé, elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années? Waouh! Ah non mais ça va être trop bien ça. Oh, ça me tente trop, j'ai envie de le commencer direct. Oh, génial, et bah je suis trop contente. Merci les éditions Charleston. Donc la disparue de Noël de Rachel Abbott. Voilà pour ce petit passage en vidéo. Je vais vite fait aller préparer le déj et puis je vais retourner bosser. Et peut-être que je vous reprendrai un petit peu ce soir avec la suite de La Lune orpheline de Baptiste Téchon. Vendredi midi, je vais clore du coup la vidéo, non pas avec la fin d'une lecture puisque je suis toujours dans La Lune orpheline de Baptiste Téchon et le tome 5, La sœur à la lune de Lucinda Riley, merci. Non, c'est surtout qu'en fait, j'étais dans mon canapé hier en fin de journée, je regardais ma bibliothèque et je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire au mois de novembre. Et comme je suis vraiment arrivée quasi à la fin de ma pile à lire du mois d'octobre, j'avais très envie de me plonger dans les livres du mois de novembre. Du coup, j'ai fait ma sélection hier, j'ai posté du coup sur Instagram notamment en proposant certaines lectures communes. Si jamais vous passez par ici, que vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup s'il y a certains livres qui vous intéressent pour une lecture commune. Du coup voilà, je voulais juste vous faire un petit topo rapide des livres que j'ai choisis pour le mois de novembre. Donc déjà j'ai choisi Danti Tuominen, désolée pour la prononciation, Au fin fond de la petite Sibérie, un livre qui est paru très récemment aux éditions Fleuve. Je pensais le sortir un peu plus tard, au mois de décembre, janvier, sauf que je sais pertinemment qu'au mois de novembre, généralement, ici, on a les premières chutes de neige. Et du coup, je me suis dit que typiquement, c'est exactement le livre que j'aimerais lire avec ses premières chutes et ses premiers froids. Du coup, j'ai sélectionné ce livre. Il s'agit du coup d'un pilote de rallye qui parcourt les friches enneigées du nord de la Finlande avec trop d'alcool dans le sang et des pensées suicidaires dans la tête. Lorsque soudain le ciel explose et quelque chose s'écrase sur le siège passager. Donc c'est une météorite extrêmement précieuse, en tout cas selon les habitants du village de Urmevaara. Voilà, le trésor va être du coup exposé temporairement au musée de la ville, sous la garde d'un pasteur qui n'est a priori pas du tout expérimenté au combat, donc pour défendre potentiellement le vol, j'imagine, de cette météorite. Chose utile car le crime organisé a déjà appris
Ah non, pardon, il n'est pas complètement inexpérimenté au combat. Donc au contraire, il est très expérimenté. Chose utile, car le crime organisé a déjà appris l'existence de ce bijou qui vaudrait plus d'1 million d'euros. Ça a l'air assez foufou, ça. J'imagine que ça va un petit peu partir dans tous les sens. Ah bah voilà, en fait, il parle du coup, donc le petit résumé Fleuve Édition parle d'un 6e roman déjanté. Donc je pense que clairement, en lisant le résumé, on y est. Donc voici pour la première lecture. Un roman que j'ai reçu il y a vraiment un moment de la part des éditions Erol et que je n'ai jamais pris l'occasion de lire. Il s'agit de Starling de Mélanie Taquet, donc aux éditions Erol. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, c'est son 4e roman. À 31 ans, Emma vit comme un étourneau solitaire en quête d'une famille. Hyper sensible et introspective, elle passe ses soirées à lire ou à se perdre sur Netflix. Ah bah c'est parfait, c'est tout à fait moi. Vagabonde dans Londres et écrit pour oublier les problèmes de sa vie. Quand la jeune femme accepte de suivre Chiara, sa meilleure amie et colocataire, à une soirée au pub, elle est loin de se douter que Bilal, fantôme d'une relation interdite, va refaire une entrée fracassante dans sa vie et tout bouleverser sur son passage. Roman tendre et percutant, une quête de soi qui nous embarque avec humour et émotion entre Londres, Prague et Paris. Je sens que je vais adorer ce roman, c'est parfait. C'est parfait, je suis trop contente de l'avoir sorti celui-ci. J'avais même conservé le petit marque-page qui va avec. Donc le second roman du mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai d'autre en brochet? Le temps de l'indulgence, pareil, il est sorti au mois d'août, il me semble, dernier, aux éditions Faubourg Marigny, que j'ai reçu et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire encore. Et du coup, on le sort de notre pile à lire avec Sophie du Café des Livres. Et du coup, on va s'en faire une lecture commune. Et on est plusieurs lectrices à faire une lecture commune de ce roman qui, il me semble, a eu un succès de folie. Donc à la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore, décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya dans la province troublée du Cachemire. Certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de Bachir Ahmed, un vendeur ambulant du Cachemire, qu'elle n'a pas revu depuis 10 ans alors qu'il fréquentait leur maison régulièrement, elle est déterminée à le retrouver. Et c'est son premier roman. Premier roman magistral applaudi par la critique, à dévorer d'urgence, dit une journaliste du New York Times. Donc, on peut faire confiance à une journaliste, je pense, du New York Times a priori. Donc, 3e bouquin pour le mois de novembre. Le 4e, j'ai fait une pile assez conséquente pour le mois de novembre. J'avais envie de lecture. En fait, en ce moment, j'ai envie de tout dévorer et de tout lire. C'est une catastrophe. Réception récente de HarperCollins qui est sorti. L'étudiant de Vincent Aoui. Et là, pareil, je sais qu'on est plusieurs à vouloir le lire et je pense qu'on en fera une lecture commune. Je ne vais pas vous refaire le résumé parce que je vous en ai parlé précédemment de ce suspense thriller. Le cerf-volant de Laetitia Colombani, dont précédemment dans la vidéo, je vous ai parlé des Victorieuses de la même auteure, que j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'éternuer. Est-ce que je vais éternuer ou pas? Non, si. Ah, c'est une catastrophe ça quand c'est entre les deux là. Et bah si, voilà, Le cerf-volant de Laetitia Colombani. Et du coup, oui, à la suite des Victorieuses, je me suis dit, j'ai trop envie de lire son dernier roman, donc Le cerf-volant, que j'ai trouvé en boîte à livres. Et du coup, je le sors pour le mois de novembre. Et pareil, on va être plusieurs à le découvrir en lecture commune. Là, il s'agit de Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une petite fille qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier? Âgée de 10 ans, la petite travaille dans un restaurant, ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur chef, la tumultueuse Pretty, Léna se lance dans un incroyable projet, fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Écoutez, ça a l'air plutôt chouette. Et si c'est au niveau de Laetitia Colombani, aucune déception à venir. Et après, j'ai pris 3 plus petits livres en me disant que entre deux brochets,
des fois j'aime bien dévorer un petit livre comme ça en 1 ou 2 journées et du coup je m'en suis prévu 3. Si je me souviens bien, d'Hélène Lebris, édité chez Erol, c'est Erol, hein, ouais c'est Erol. Erol Poche que j'ai reçu récemment autour de la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça j'ai prévu ça. J'ai prévu, honte à moi, si les fans d'Agatha Christie passent par là. Je n'ai jamais lu ce livre. En fait, je crois n'avoir jamais vraiment lu d'Agatha Christie, peut-être un livre d'Agatha Christie, alors que j'en ai 3-4 dans ma bibliothèque que je n'ai jamais sorti. Du coup, j'avais envie d'en sortir un, et là j'ai sorti 5 petits cochons. Voilà, donc ça va être parfait, ça à dévorer comme ça entre deux brochets. Et je vous en parlais, je crois, dans cette même vidéo précédemment, j'ai sorti La disparue de Noël, puisque quand j'ai lu le résumé, voilà, je me suis dit ce livre est pour moi, ce livre je dois le sortir absolument. Un suspense familial hautement addictif. Voilà, le mot addictif est lancé. Donc je pense que voilà, ça va exactement être ça, un livre complètement addictif. Donc voici pour cette petite pile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Sachant que je ne suis jamais à l'abri d'ajouter dans cette pile des livres que potentiellement je vais recevoir. Notamment des livres de la part des éditions Archipel, puisque j'ai appris que j'étais donc partenaire des éditions Archipel pour la catégorie Archipoche, et du coup à réception des livres on a 1 mois après pour les lire. Du coup voilà, potentiellement je vais rajouter quelques romans dans cette pile. En tout cas je suis ultra remontée comme une pendule. je veux lire en fait. En ce moment c'est je me lève le matin, je veux lire, je vais aux toilettes, je veux lire, je mange, je veux lire en mangeant, je rentre, je veux lire, enfin toute cette semaine je pense que je me suis pas couchée avant minuit et demi parce que j'avais envie juste de lire. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine. Du coup potentiellement ça va être une vidéo un petit peu plus petite, puisque la prochaine sera publiée le 2 novembre à mon retour de vacances, et du coup la vidéo risque d'être pour le coup assez longue, mais voilà, en attendant je vous laisse avec ça. Merci beaucoup pour vos partages, vous êtes vraiment nombreux sur Instagram à partager quand vous visionnez les vidéos sur YouTube, et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait vraiment plaisir, et voilà, je suis vraiment super ravie. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.